Ils ne se quittent plus. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouveront ce dimanche pour la grande finale de l'US Open, la 3e finale consécutive en Grand Chelem entre les deux légendes en devenir, une toute première dans l'ère Open. Même Borg McEnroe, même Lendl McEnroe, même Federer Nadal, Nadal Djokovic, on n'a jamais eu 3 finales en Grand Chelem chez les hommes consécutives comme ça. C'est assez incroyable. Les chiffres de toute façon autour de cette finale sont complètement délirants et insistent vraiment sur l'écart qu'il y a désormais entre Sinner, Alcaraz et le reste. Vraiment, il y a un gouffre, c'est même pas un gouffre en fait, c'est 2, 3, 4, 5 divisions. Ce sera la 5e finale en Grand Chelem consécutive pour Jannik Sinner. C'est la 8e finale consécutive sur le circuit pour Carlos Alcaraz. Les mecs, ils volent. Ils sont très largement au-dessus. Et je peux comprendre certains d'entre vous qui se disent en fait, on attendait juste la finale. Ou alors on attendait la demi-finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, ou entre Djokovic et Sinner, mais on le voit bien, Djokovic il a pris 3-7 à chaque fois. À Wimbledon, à Roland Garros avant, et là à l'US Open. Physiquement, à 38 ans, ça devient beaucoup trop difficile. On va en parler en longueur de Novak Djokovic, il le faut. On va consacrer une bonne partie de cette vidéo à évoquer le cas Novak, à disséquer ce qui s'est passé sur cette demi-finale très décevante hier soir entre Alcaraz et Djokovic. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce dimanche soir? Est-ce que ce sera 3 grands chelems pour Jannik Sinner, un petit chelem en 2025, ou est-ce qu'on va terminer à 2 partout entre Sinner et Alcaraz comme en 2024? Est-ce qu'on sera à 5 partout sur les grands chelems ou à 6-4 en faveur de Carlos Alcaraz? Eh bien on va disséquer tout ça dans cette vidéo exceptionnelle, un très gros coin tactique, un coin prono aussi en fin de vidéo pour anticiper ce qui va se passer lors de cette finale de l'US Open. Si tu ne veux rien manquer de la suite de la saison, de la fin de la saison, donner du soutien aussi à une chaîne qui vient tout juste de passer les 50 000 abonnés, n'hésite pas déjà à claquer ton meilleur pouce, à t'abonner aussi, alors je crois que c'est juste ici, pour t'abonner, et on se retrouve juste après ça. Alors on attaque ce coin tactique avec la première demi-finale qui va nous intéresser, un grand format sur le Novak Djokovic versus Carlos Alcaraz, un match qui s'est avéré quelque peu décevant, empreint d'une énorme nervosité. Alors surtout du côté de Carlos Alcaraz, on sentait que les traumatismes précédents à l'Open d'Australie, aux Jeux Olympiques, à Cincinnati, ça lui trottait dans la tête. Je vais vous donner quelques exemples qui sont très parlants. Je crois pas que Carlos Alcaraz aurait réalisé ses erreurs contre n'importe quel autre adversaire, nonobstant break d'entrée pour le joueur espagnol, avec ici, et on l'a vu à de nombreuses reprises sur ce match, un gigantesque contre dans la diagonale de coup droit, et là vous le voyez, en temps de réaction, en qualité défensive, c'est beaucoup trop difficile pour Novak Djokovic. Un début de match, on l'a dit, assez pauvre, assez tendu, balle de double break ici dans cette position, superbe service au corps de la part de Novak Djokovic qui est en apnée totale, et je vais vous le dire, le score, ok, il y a 3-7, mais ça aurait dû être encore beaucoup plus sévère à mon sens. Carlos Alcaraz, il aurait dû double breaker dans ce premier set. Et dès qu'Alcaraz arrive à exploiter l'espace ouvert, à accélérer sur la défense côté coup droit de Novak Djokovic, on se rend compte que le serve il est en immense difficulté. Ça fait simplement 20 minutes de jeu, donc c'est pas simplement au niveau de l'endurance, de l'énergie, c'est juste que son physique à 38 ans, il est plus capable de défendre comme auparavant, et un joueur comme Alcaraz, avec ses accélérations létales, c'est pas Tyler Fritz quoi. 14 coups gagnants, 24 fautes directes dans ce premier set en cumulé pour les deux hommes, et je le disais, j'insiste encore là-dessus, c'est important, Alcaraz qui doit faire le double break, qui donne en fait beaucoup d'opportunités à Novak Djokovic de rester au contact, et si ça avait été un bon Novak Djokovic, ou le Novak Djokovic typiquement de 2023, le scénario aurait été très différent. Alors je vous parlais de l'aura, je vous parlais de l'effet Novak Djokovic, ici pour moi dans cette séquence, c'est clairement ça, on a un Carlos Alcaraz qui a la balle sur son coup droit, et en fait, Djokovic il anticipe tellement bien, vous avez vu dans ce match, c'était incroyable, le nombre de balles que Carlos Alcaraz a remis sur Djokovic, alors que s'il affrontait n'importe quel autre adversaire, il aurait joué dans l'espace ouvert, ou il aurait tenté une petite amortie, il a raté quasiment toutes ses amorties. Pourquoi il rate ses amorties? Parce que ce sont des coups de toucher, ce sont des coups où la nervosité se montre le plus. Une belle satisfaction, néanmoins, dans ce tableau assez morose, c'est la qualité de service de Carlos Alcaraz, et notamment ici, il y a 30-1, ça peut être dangereux cette situation, mais non, il va claquer 2 énormes premières et se verrouiller le premier set. On arrive au tout début de la deuxième manche, et encore une situation où Carlos Alcaraz va gâcher, va permettre à Novak Djokovic de survivre un petit peu plus longtemps. Ici, on est à 0,30, on est sur un +1, coup droit penalty, Novak qui est à 5 mètres de sa ligne de fond, et c'est un coup droit qui va s'échapper
en longueur, relancer Novak. Car évidemment, sur le jeu suivant, c'est le Serbe qui va réussir à breaker le premier dans cette deuxième manche avec 3 grosses fautes directes en revers pour Carlos Alcaraz. Alors attention de ce côté-là contre Jannik Sinner, ce sera certainement l'une des clés de compréhension en fin de vidéo. Et Novak Djokovic qui va réussir à l'expérience, à la grinta, à bien défendre, notamment sur ce point. Le léger avantage de Novak ne va pas tenir très longtemps avec 2 montées sur le coup droit de Carlos Alcaraz parce que on sent déjà qu'au bout d'1h10 de jeu, on a envie de rendre certains échanges un peu plus courts, essayer d'aller le plus possible au filet aussi pour pas se retrouver à prendre les bananes flambées de Carlos Alcaraz et ici, sublime coup de poignet de la part du génie espagnol qui va débreaker dans ce 5e jeu. Et je vous parlais d'un score qui aurait pu être plus sévère, par exemple ici, on est dans le 9e jeu de la deuxième manche, Novak Djokovic qui va réussir à tenir bon an mal an avec ici une accélération. Il refuse de céder sa ligne, Novak, il va réussir à rediriger en coup droit ici, c'est un rallye qui va durer 25 ou 30 échanges, il y aura d'ailleurs 45 secondes pour récupérer du côté serbe, l'arbitre qui a été très sympa, très magnanime sur ce coup. On avance dans le tie-break et il commence très mal pour Novak Djokovic qui est sur un ratio négatif dans ce format en 2025 avec un service volé sur le premier point. Alors on a envie de dire pourquoi pas, mais Carlos Alcaraz va superbement bien le lire, faire un retour ici, et là c'est trop dur pour Novak pour rediriger ça. Un Serbe saoulé de coups, un Serbe qui essaye de mettre en place des tentatives de diversion, de contournement de la puissance de Carlos Alcaraz, avec ici une amortie de revers qui est pas du tout bien touchée. Regardez, là, il regarde déjà le sol alors que la balle n'a pas encore atterri. Djokovic qui va rester au contact dans ce tie-break et qui va se battre avec 2 superbes coups de patte au filet pour essayer d'étirer ce tie-break. Là, Carlos Alcaraz qui se fait prendre comme un bleu. Et ce tie-break va encapsuler une dynamique marquante dans ce match. C'est à quel point on a eu un Carlos Alcaraz en mode George Foreman qui envoyait des sacs, qui envoyait des frappes avec une puissance, avec une vitesse hallucinante. Même pas en fait vraiment besoin de jouer tactique. Non, il envoyait des sacs de toutes ses forces. Et en face, c'était pas Prime Mohamed Ali, c'était le Mohamed Ali du match, du combat contre Larry Holmes en 80. C'est-à-dire que assez vite dans l'échange, au bout de 5-6 frappes, en fait c'est tellement puissant, il y a tellement de force qui arrive qu'il peut pas résister, il est trop vieux. Comme un symbole dans son registre de prédilection pourtant, Djokovic qui va concéder ce tie-break sur un retour de revers derrière la deuxième balle. Là habituellement Novak c'est ici dans la lucarne ou ici dans les pieds et on engage l'échange avec un avantage significatif. Non, il va complètement dévisser ce retour sur service kické. À la fin du deuxième, Novak qui va demander au masseur de venir le soulager de quelques douleurs au niveau de la nuque, au niveau de l'épaule droite. Et on comprend bien que Djokovic, il est en énorme souffrance physique. Novak Djokovic qui, par conséquent, va se coucher progressivement dans la 3e manche, un peu à l'image d'un combat de boxe, avec ici un service volé. Le truc, c'est qu'il n'a pas l'énergie, il n'a pas le jus pour pouvoir aller assurer cette volée qui sort en longueur. Et c'est le break pour Carlos Alcaraz quelques instants après, avec 2 doubles fautes, le jeu de Djokovic qui se délite complètement. Le bilan de ce match, il est terrible, il est catastrophique pour Novak Djokovic, je trouve, parce que Carlos Alcaraz réalise le pire match de sa quinzaine contre Novak Djokovic, très nerveux. Alors il a été sérieux, globalement, il se fait prendre au début du deuxième set, il réagit bien, mais c'était vraiment pas un grand match de Carlos Alcaraz, c'est un match 12 sur 20 quoi. Vraiment une copie correcte, sans plus, mais Novak Djokovic qui prend aucun set à Sinner, à Roland Garros et à Wimbledon en demi-finale. À Wimbledon il est blessé, mais à Roland Garros il n'est pas blessé. Là il n'était pas blessé non plus, il n'était pas blessé. C'est juste qu'il arrive à 38 ans et des brouettes, il a aucun tournoi de préparation. Ça passe contre des joueurs comme Fritz, mais quand tu joues Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, il faut débloquer un niveau supérieur. Et donc je pense qu'il doit être frustré. En fait, je pense qu'il y a un mélange de sentiments, de sensations. À mon avis, déjà, il est content que le public soit là, de créer aussi une espèce d'incertitude. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer sur cette demi-finale. Pourquoi Novak Djokovic n'aurait pas pris un set, 2 sets et poussé Carlos Alcaraz dans ses derniers retranchements. Mais là, je trouve qu'il a fait un énorme pas en arrière et à contrario, pour Carlos Alcaraz, c'est une victoire qui va pleinement le rassurer et qui devrait exorciser les démons du passé. Allez, on avance sur le match entre Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime, une demi-finale beaucoup plus compétitive, et Félix a fait un super match, je trouve. Alors, dans le premier set, il s'est fait concasser, notamment grâce au retour télescopique de Jannik Sinner, qui ensuite engage sa cadence féroce sur la ligne de fond, la stratégie classique. Au niveau tactique, on a tout de suite compris l'idée qu'avait Jannik Sinner à l'échange, c'était d'appuyer, d'enfoncer très fort avec le plus de vitesse d'impact possible le revers de
de Félix Auger-Aliassime, essayer de générer des fautes directes de ce côté, et ça a énormément fonctionné. Le delta le plus important, le plus crucial dans ce match entre les deux hommes, ça a été derrière la deuxième balle. Félix qui a beaucoup trop raté, aïe 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 aïe, ici retour de deuxième, t'envoies un sac là, milieu du filet, il y en a eu une pelletée. Sinner qui est à 67% derrière sa seconde, c'est beaucoup trop élevé. Félix lui qui n'est qu'à 46% derrière sa deuxième balle, il y avait encore aussi une opportunité ici, on est à 0,40, on est au tout début de la deuxième manche. Une belle réaction, vous allez le voir d'ici quelques minutes pour Félix Auger-Aliassime, mais ici pareil, hein, on a une deuxième balle alors que Sinner est à quoi? Il doit être à 45% de première balle sur le deuxième set. On dévisse complètement et Sinner qui va gagner un rallye et qui va envoyer un service gagnant sur le troisième point pour se sauver. On avance et on comprend bien que du côté de Sinner, ça devient de plus en plus difficile physiquement. Il a un giga coup de pompe et de son côté, Félix qui perd simplement un point sur ses jeux de service sur l'ensemble de la deuxième manche et qui appuie, qui enfonce avec beaucoup de gourmandise et qui break. Et on se retrouve à un set partout. Yannick Sinner, ça fait 15, 20, 25 minutes qu'il est en grande difficulté physique, qui va sortir, qui va prendre un MTO à la toute fin de la deuxième manche. Un début de troisième set où ça pourrait partir dans toutes les directions et Yannick Sinner qui va réussir un service ici. Regardez, on est à 15-30. On est, alors c'est pas un grand danger, mais il y a un danger qui pointe le bout de son nez. Deuxième balle à 168 km/h en plein champ sur le coup droit, alors que vous voyez bien, Félix, il anticipe le revers à ce moment-là. Et derrière, c'est ce qui fait la différence entre Félix Auger-Aliassime, top 20, et Yannick Sinner, numéro 1 mondial. C'est un très mauvais jeu de la part de Félix avec une double faute, deux grosses fautes en revers. Là, il est surpris par un retour de Sinner, il se fait complètement avoir, il est complètement aux fraises. Il fait une course derrière, hop, il essaye de la choper, c'est trop tard. Il se fait briquer. Et vous le voyez, il suffit d'un seul petit mauvais jeu, d'un moment de déconcentration, de 2-3 points gâchés, et vous êtes mené 2-7 à 1. Et pourtant, Félix va encore être au contact dans la quatrième manche. Il va y avoir 5 balles de break. Alors, 2 services gagnants ici, superbement bien sauvés du côté de l'Italien. Mais le coup le plus important du match, il est ici. C'est cette palette avec la stratégie au départ typique de Sinner qui vient verrouiller la diagonale revers, qui vient ouvrir ensuite, qui va être contré de façon astronomique par Félix dans cette position. Et là, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on est sur une demi-volée sur la ligne de fond en revers, la balle qui semble s'échapper et qui vient juste s'écraser ici sur la ligne. C'était une balle de break. Encore une occasion pour le Canadien juste après, et malheureusement pour lui, trop de déchets. Beaucoup trop de déchets hier soir, 41 fautes directes pour Félix, 22 fautes directes pour Sinner qui a été beaucoup plus cartésien dans son tennis, mais qui a aussi bien mieux relancé. Là, il y a encore une occasion pour Félix, on est sur une deuxième balle, tu n'as pas le droit à ce niveau-là, c'est pas possible de sortir un revers au milieu du filet sur deuxième, non. Parce que derrière, tu le sais, tu vas le payer très très cher. Sur le jeu suivant, Yannick Sinner, ici dans ses œuvres, avec un coup droit plein de volume, bien vénéneux, qui va sortir Félix du court. Alors c'est un match assez paradoxal parce que le score laisse supposer que Sinner s'est globalement imposé facilement, à part la deuxième manche, mais je trouve qu'il a pas mal galéré, hein. Heureusement qu'il a été maxi clutch sur les points importants, qu'il a mieux relancé aussi. Mais bravo en tout cas à Félix d'avoir aussi bien résisté. Il aurait fallu peut-être essayer de convertir l'une de ses balles de break dans le quatrième set pour voir où est-ce que ça aurait pu nous mener cette histoire, peut-être sur un cinquième. Mais voilà, un très bon match et un bon tournoi de Félix, même si le quart de finale on s'était un petit peu amusé avec ce match sur la dernière vidéo. C'est l'heure du coin prono, la finale de l'US Open, c'est demain soir entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. On va se la régaler. Cette séquence est sponsorisée par les Winamax de Winami. Vous avez un lien dans la description, en commentaire épinglé également si vous voulez parier sur ce match par exemple. Jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari, un code SV10 en plus en bonus pour vous rajouter 10 €. Offre réservée aux grands garçons et aux grandes filles. Alors vous le voyez, c'est Yannick Sinner qui est favori de ce match selon les books. On est à 1,74 pour Sinner, mais tous les parieurs vont sur Carlos Alcaraz qui est coté à 2,10. On regarde les oppositions entre les deux hommes, on est à 9,5 pour Carlos Alcaraz. On est aussi sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur les 7 derniers matchs, 6 victoires du côté de Carlitos. Depuis le début de leurs oppositions, on est à 6 matchs sur dur extérieur, 3-2 pour Carlos Alcaraz, 4-2 en réalité si on compte la finale tronquée de Cincinnati il y a quelques semaines maintenant. Alors on est sur la 3e finale consécutive en Grand Chelem entre les deux, on a l'impression qu'on ressuscite le Fédal du mi-temps des années 2000. On va se concentrer sur 3 clés de compréhension pour essayer d'anticiper précisément ce qui va se passer. Pour moi la première clé, les poteaux, c'est le service et le retour.
Ça a été la clé déjà à Wimbledon. À partir de la deuxième manche jusqu'à la fin du match, on sent Carlos Alcaraz, il passe pas assez de première et il se fait goumer, il se fait dévorax derrière sa deuxième balle. Un effondrement qui avait précipité la chute de Carlos Alcaraz dans cette deuxième partie de finale à Wimbledon. Sinner, quand on observe les stats avancées sur le site de l'ATP, il est le meilleur serveur sur les 52 dernières semaines. Il est le meilleur relanceur également. Donc ça fait très très mal. En fait, ça veut dire qu'il est absolument monstrueux sur le premier coup de raquette. C'est un mec sur le first strike, c'est le meilleur du monde. Au service, à la relance, il est juste féerique, le frérot. Alcaraz, quant à lui, est le 11e meilleur serveur sur les stats avancées. Donc il est vraiment en train de progresser, c'est un coup qui est en nette amélioration. On se souvient, l'Open Australie, il avait changé son geste au service, c'était encore pas exactement ça. Alors, il a des matchs sans, mais Sinner, il a pas super bien servi non plus contre Félix. Il y a eu des passages très très difficiles, très compliqués, au service et même parfois au retour. Contre Félix. Alors, je pense que c'était dû à un manque d'énergie, un manque de vivacité sur son premier pas. Ça s'est senti sur le deuxième set particulièrement. La deuxième clé de compréhension, justement, c'est le physique, c'est l'énergie. Sinner, pas vraiment tranchant en demi-finale. On a la maladie là dans le rétro. Vous le voyez, c'est la première ligne tout en haut là, en finale de Cincinnati. Dans quel état physique, dans quel état de fraîcheur il va se pointer. En sachant aussi que Carlos Alcaraz, ce sera son 67e match de la saison. Donc pour moi, ce sera une donnée si on avance dans le match, si on arrive à 4 heures et plus. Surtout que Jannik Sinner n'a jamais gagné aucun match dans sa carrière au-delà de 4 heures. Est-ce que ce sera le premier ce dimanche? Eh bien, c'est une grande question qu'on peut se poser dans les commentaires. Est-ce qu'il va pouvoir tenir physiquement face à un Carlos Alcaraz qui semble virevolter, même s'il fait pas un super match en demi-finale? Et pour moi, la troisième clé de compréhension, elle est un peu plus technique, elle est un peu plus tactique. Ce sera la diagonale revers. J'ai l'impression que Sinner, il doit pouvoir réussir à dupliquer le game plan qu'il a mis en place contre Félix Auger-Aliassime, encore une fois là, en finale contre Carlos Alcaraz. On se souvient aussi, c'était en finale de Wimbledon, il avait verrouillé cette diago, ou alors retourné très fort sur le revers de Carlos Alcaraz, et ensuite il était parti long de ligne. Il avait écarté le terrain au max. Alors ça, ce sera clairement un axe stratégique à observer. Qui va réussir à couper les trajectoires aussi, qui va réussir à avancer dans le court. On le sait, Alcaraz, il va tenter des stratégies de déviation, des amortis, des services volés. C'est un joueur qui a une palette beaucoup plus complète que celle de Jannik Sinner. Et ce sera intéressant d'ailleurs pour Alcaraz de pas trop décrocher mentalement. On se souvient au deuxième set à Roland-Garros, on se souvient aussi à Wimbledon, dans le deuxième, sur la dernière partie du match, on a l'impression qu'il avait check-out mentalement. Non, 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 là il faudra rester compact, très concentré, comme il l'est depuis le début du tournoi, concentré du premier point au dernier point. Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, la cote, je suis pas forcément d'accord avec. Moi je trouve que c'est un flip, je trouve que les deux sont à 50-50. Ou alors 51,49 pour Sinner, qui m'offre un tout petit peu plus de garantie sur le niveau moyen, mais pas forcément d'énormes garanties sur le plan physique. Donc pour moi, si on suit la cote, faut plutôt aller sur Carlos Alcaraz, et je vois, in fine, du coup, Carlos Alcaraz s'imposer dans cette finale de l'US Open. Donnez-moi maintenant votre pronostic dans les commentaires. Alors nous, on se retrouve après la finale, donc je publierai pas après 1h du matin, je pense dimanche soir. Donc si vous n'avez pas la vidéo à 1h du matin, vous l'aurez, je pense, à 7h. 7h30 du matin ce lundi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et kiffez cette petite finale.